Bien, bonjour. Donc dans ce nouveau cours, ce qu'on va regarder maintenant, c'est la résolution des équations aux dérivées partielles, toujours bien sûr, mais dans le repère sphérique, qui est un repère évidemment très important, hein. Il y a beaucoup de problèmes qui sont à symétrie sphérique, et donc les éléments qu'on va voir ici vont être un peu cruciaux et vont se poursuivre. Le prochain cours sera un cours sans grande nouveauté, mais où on résoudra enfin l'équation de Schrödinger dans un repère sphérique pour l'atome d'hydrogène, et on pourra déterminer comme ça les orbitales atomiques. Mais donc, avant d'en arriver là, le but du jeu, c'est d'apprendre les éléments de base qui vont nous permettre d'opérer la magie. Donc, pour mémoire, le repère sphérique veut dire qu'un point M est repéré par deux valeurs d'angle et et un vecteur, enfin une valeur de longueur en fait. Ici, c'est le vecteur OM. Et les angles θ et phi sont inversés par rapport à ce qu'on a pu utiliser dans le cours sur les fonctions de plusieurs variables. Alors, bon, évidemment, il n'y a pas de standard absolu là-dessus, et j'ai pas pris les mêmes repères parce que dans les bouquins que j'utilise pour préparer ce cours-là, les repères sont pas ceux que j'ai pris pour le, pour le cours sur les fonctions de plusieurs variables, mais je pense pas que ça va. Enfin, j'espère que ça va pas poser de gros problèmes. Donc, les coordonnées x, y et z d'un point deviennent r cos phi sin θ pour ce qui est de x. Y devient r sinus phi sinus θ et z est r cos θ dans le nouveau repère sphérique. Par ailleurs, ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est comment le Laplacien est transformé. Donc ça, c'est un résultat standard d'analyse vectorielle. Ici, le Laplacien de U dans le repère sphérique, c'est 1 sur R carré. Enfin, c'est une des manières de l'écrire, il y en a plusieurs. 1 sur R carré, D sur dr de R2, D de U sur dr. C'est le Laplacien de U. Plus 1 sur R carré sinus θ, D sur dθ de sinus θ fois DU sur dθ, plus 1 sur R carré sinus carré θ, D de U sur dφ2. Voilà. Et donc ça, c'est le Laplacien en coordonnées sphériques. Et c'est sur cette base-là qu'on va travailler et essayer de résoudre les équations en dérivée partielle. La première situation qu'on va examiner, c'est l'équation de Laplace avec une symétrie par l'axe Z. Ça veut dire que ici, l'angle phi n'intervient pas. On va juste avoir une fonction qui va être dépendante de R et θ, et elle est totalement symétrique suivant phi. Ce qui simplifie le Laplacien et va permettre de voir une première série de résultats intéressants sur cette base-là. Ils vont nous permettre aussi, ça va être le seul problème exact qu'on va résoudre complètement aujourd'hui, dans un cas de symétrie par l'axe Z. On verra dans le deuxième cours des résolutions de choses sur la symétrie sphérique des choses plus appliquées. Mais donc voilà, donc le Laplacien de U ici s'écrit, puisqu'il n'y a pas la partie phi, de la même façon en R et en θ, mais il n'y a juste plus le terme en phi. Voilà. Donc c'est l'équation de Laplace, c'est Laplacien de U égale 0, et c'est ça qu'on veut résoudre maintenant. Et donc on sépare, comme toujours, hein. On va séparer U en un produit de R fois θ de θ, donc où grand R dépend donc que de R et θ dépend que de θ. Et quand on introduit Rθ dans le Laplacien, ce qu'on obtient, alors là il y a déjà un certain nombre de calculs qui ont été faits, hein. Vous voyez déjà qu'on peut tout multiplier par R carré, et donc le terme R carré disparaît. Les dés ronds deviennent des dés droits puisque c'est des fonctions d'une seule variable. Pour cette partie-là, du sur dr devient, puisque θ ne dépend pas, on peut le sortir, devient juste des grands R sur des petits R, et donc R'. Et pour cette partie-là, c'est grand R qui n'est pas dépendant de θ, donc on peut le sortir complètement et le mettre en facteur ici. Et ce qu'on a, c'est des grands θ sur des petits θ, c'est-à-dire grand θ'. Voilà. Et tout ça, c'est égal à 0, c'est l'équation de Laplace. Maintenant, comme d'habitude, il faut qu'on regroupe par type de variable. Donc on divise par U, par R fois θ. Et donc on se retrouve avec ici θ qui se simplifie, donc 1 sur R, D sur 2R de R carré R', plus, pareil, le grand R se simplifie. En revanche, on obtient un θ au dénominateur. 1 sur θ fois sinus θ, D sur dθ, sinus θ, θ' égale 0. Et maintenant, on peut séparer, il n'y a pas de problème. On voit qu'on obtient un terme en R qui ne dépend que de R, et un terme qui ne dépend que de θ, qui sont égaux l'un avec l'autre. Ce qui veut dire que ces deux fonctions dépendantes de variables indépendantes l'une de l'autre, elles doivent être égales à une constante, l'une comme l'autre, qui est notre première constante de séparation. Donc voilà, du coup, ça nous conduit à deux équations différentielles ordinaires, hein. La première, en grand R, si on multiplie par R de l'autre côté, ça fait lambda R, qu'on ramène à gauche, ça fait moins lambda R. Et si on dérive ce terme de R carré R', on voit que quand on dérive R carré, ça va faire 2RR', et quand on dérive R', ça va faire R carré R seconde. Donc ça, c'est bien R carré R seconde plus 2RR' moins lambda R, c'est bien ce terme-là, en tenant compte de la constante de séparation. Pour l'équation en θ, exactement la même opération. On va avoir ici, alors attendez, il y a eu un petit peu de tambouille quand même de fait.
Euh, la première opération, donc, c'est d'envoyer le θ sur le lambda. On voit qu'il y a un signe moins qui fait que quand on passe ce terme-là de l'autre côté, le lambda est du même signe que le reste de l'équation. Ensuite, quand on dérive par rapport à θ, le grand θ', le sinus θ sort, il n'est pas dérivé dans ce cas-là, et donc se simplifie, tout ce qu'on a c'est un θ seconde tout seul. Et quand on dérive le sinus θ, on obtient un cos θ, qui divisé par sinus θ fait cotangente θ. Voilà. Et donc on obtient bien θ seconde plus cotangente θ' plus lambda θ égale 0. Et c'est bien ça notre équation différentielle ordinaire. Alors attention, ici, c'est pas un petit θ, c'est un grand θ, ça c'est des fautes de frappe, je suis désolé. Donc voilà, c'est le seul petit couac ici, il faut bien faire attention à ce. J'espère qu'il n'y aura pas trop de fautes de frappe comme ça. Là j'ai copié-collé clairement. Donc voilà, on veut donc résoudre cette équation, θ seconde plus cotangente θ, θ' plus lambda θ égale 0. Et pour que les choses se passent bien, on commence par faire un changement de variable, x égale cosinus θ. Ce qui veut dire du coup que dx sur dθ va devenir moins sinus θ, simplement, c'est la dérivée de cos, hein. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Les valeurs de θ qui intéressent notre problème, qui est donc compris entre 0 et pi, devient cosinus de 0 qui fait 1, cosinus de pi qui fait moins 1. On les met par ordre croissant, donc ça devient en fait le pi donne le moins 1 et le 0 donne le 1 ici. Mais donc, pour θ compris entre 0 et pi, ça revient à dire x compris entre moins 1 et 1. Ok. Et du coup, θ', par la règle de dérivation des fonctions composées, écrit sous la forme de Leibniz, ça fait dθ sur dx, dx sur dθ. D'accord. Le dx sur dθ, on a dit qu'il valait moins sinus θ. Et donc ça nous donne moins sinus θ, dθ sur dx, et donc on est en train de réécrire dans la variable d'origine. Le terme θ seconde, lui, est égal donc à moins d sur dθ de θ', c'est-à-dire de cette expression ici, moins sinus θ, dθ sur dx, pardon, le moins ici, c'est ce moins-là qui est sorti de la dérivée. C'est bien sûr juste d sur dθ de cette expression-là, donc le moins, on le sort, excusez-moi. Et donc on dérive, ça va nous faire deux termes, suivant qu'on dérive soit le terme sinus θ, enfin c'est u', v plus uv', quoi. Donc ça va nous faire, quand on dérive le grand θ, ça va nous faire un dθ sur dx2 fois dx sur dθ, parce qu'on doit à nouveau couper en deux cette dérivation par rapport à θ en d sur dx fois dx sur dθ. Donc ça fait bien d2x sur dx2, d2θ pardon, sur dx2 fois dx sur dθ, et le moins sinus θ qui est là. Et quand on dérive le sinus θ, sa dérivée c'est cos θ, donc ça fait moins cos θ dθ sur dx. Ok. Au total, ce qu'on obtient donc avec dx sur dθ qu'on avait identifié ici, qui vaut moins sinus θ, ce qu'on obtient c'est que ce terme-là c'est sinus carré θ, d2θ sur dx2, moins cos θ dθ sur dx. Ok. Sinus carré θ, c'est 1 moins cos carré θ, c'est donc 1 moins x carré. D'accord. Cos θ, c'est x. Et donc, ce qu'on obtient, c'est que θ seconde devient 1 moins x carré d2θ sur dx2 moins x dθ sur dx. Ok. Et donc, au total, maintenant, on va réintroduire ça dans l'équation du début, qui nous fait donc grand θ seconde plus cotangente θ, grand θ' plus lambda grand θ égale 0. Devient pour θ seconde, on a vu qu'on avait 1 moins x carré, d2θ sur dx2 moins x dθ sur dx. D'accord, c'est-à-dire θ' ici. Donc ça fait 1 moins x carré θ seconde moins x θ'. Ok. Et ici, pour le terme cotangente θ, il faut se rappeler que c'est cos θ sur sinus θ, c'est-à-dire x sur sinus θ, fois θ'. θ' c'est moins sinus θ dθ sur dx. Donc moins sinus θ, θ' à nouveau, mais dans le monde des x. Donc fois moins sinus θ fois grand θ'. Ah, là j'ai mis le grand θ. Et les sinus vont se simplifier gentiment, et au total, on obtient cette équation-là. 1 moins x carré θ seconde, moins 2x θ' plus lambda θ, que vous devez reconnaître. C'est l'équation de Legendre, qu'on a déjà rencontrée et résolue dans le cours sur les fonctions de Bessel et les fonctions de Legendre. Donc on sait la résoudre, et donc on ne se pose pas d'autres questions. On sait que cette équation a des solutions pour lambda égale n plus 1. Et dans ce cas-là, les grands θ de θ, alors θ de x devient les polynômes de Legendre d'ordre n, donc les Pn de x, mais comme nous, x est égal à cos θ, les solutions dans la variable θ, c'est le polynôme de Legendre, fonction de cos θ. Voilà, donc ça c'est résolu, et on a les outils, c'est bien, ça va vite du coup, on a préparé le terrain.
Après, on a l'équation radiale, R de R seconde plus 2R R' moins lambda R, et ça, c'est une équation de l'air, hein, si on la regarde bien dans les yeux, il n'y a pas de surprise. Simplement, maintenant, ce qu'on sait, c'est remplacer lambda par sa valeur, qui est n plus 1, et maintenant, c'est ça qu'on doit résoudre. Donc, pour l'équation de l'air, on se rappelle qu'on prend la substitution R puissance S, pardon. Et donc, quand on va prendre la dérivée seconde, ça fera S-1 fois R à la puissance S-2 qui multiplie par R carré fera R puissance S. R' va faire S R puissance S-1 qui multiplie par R fera du R puissance S. Et là, ça fera du R puissance S. Donc au total, ce qu'on obtient, c'est cette équation-là. SS-1 R puissance S plus 2S R puissance S moins NN plus 1 R puissance S égale 0. Ça veut dire que ce n'est pas les R puissance S qui sont égaux à 0, donc c'est S carré. Alors on développe ça, ça fait S carré moins S plus 2S, ça fait S carré plus S moins NN plus 1 qui doit être égal à 0. Et on peut mettre S en facteur ici, on obtient un truc assez rigolo, c'est que SS plus 1 moins NN plus 1 doit être égal à 0. C'est une équation quadratique, on doit avoir deux solutions. La première qui est évidente, c'est S égale à N, hein, ça nous donne vraiment la même structure deux fois. Celle qui est un tout petit peu moins évidente, c'est moins N moins 1. Si vous mettez moins N moins 1 ici, ce que vous obtenez, c'est moins N moins 1 fois moins N moins 1 plus 1, c'est-à-dire fois moins N. Moins N fois moins N moins 1, les moins s'en vont, ça fait N facteur de N plus 1, qui fait moins N plus 1 égale bien à 0. Donc c'est bien les deux solutions qu'on peut avoir pour cette équation quadratique. Du coup, ça veut dire que la solution radiale, R de R, doit être égale à AR à la puissance N plus B à la R à la puissance moins N moins 1. Voilà. Et N étant donné par l'équation de Legendre qu'on a vue avant. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle solution on va vouloir conserver, parce qu'il y en a deux qui ne vont pas avoir le même comportement. Donc si on a affaire à un problème qui ne doit pas diverger quand R tend vers 0, donc typiquement si on étudie un phénomène à l'intérieur d'une sphère, et donc quand le rayon tend vers 0, on est intéressé par avoir une solution non divergente. Dans ce cas-là, il nous faut B égale à 0, puisque cette expression-là, c'est du 1 sur R à la puissance N plus 1, et ça, quand R tend vers 0, ça va diverger, donc on veut s'en débarrasser. Donc on ne garde que la partie en AR puissance N, et du coup, la solution U de R et de θ, ce sera la somme, comme d'habitude, de n égale 0 à l'infini des AN, RN, PN cos θ. Si, à l'inverse, on veut qu'il soit non divergent à l'infini, c'est-à-dire qu'on travaille en dehors de la sphère, et que pour R qui tend vers l'infini, on veut un résultat non divergent, et même qui tend vers 0 d'ailleurs, dans ce cas-là, on prend A égale à 0 et on garde la solution B, R à la puissance moins n moins 1, donc on obtient la même chose. Alors j'ai abusivement gardé AN ici, alors que là, techniquement, j'avais mis un B, mais enfin, j'espère que vous ne serez pas égaré par ce petit changement de notation. Et donc la solution U de R et de θ, dans ce cas-là, c'est somme de n égale 0 à l'infini des AN, R moins n moins 1, Pn de cos θ. Enfin, c'est la solution mathématiquement admissible, enfin physiquement admissible, pardon. Après, l'enjeu, c'est de trouver les AN, bien sûr. Voilà. Donc maintenant, on va regarder l'équation de Laplace. On va regarder une situation où on va considérer une sphère de rayon A, avec toujours la symétrie sur l'axe Z. On reste dans cette situation-là, et donc on ne veut pas de divergence en R égale à 0, puisque notre solution se trouve à l'intérieur de la sphère. Du coup, on impose une condition limite, c'est-à-dire que, comme on n'est pas dépendant de phi, la condition limite se trouve en R égale à A, donc sur le rayon extérieur. Ça fait U de A et de θ, qui doit être égal à une fonction qui ne dépend donc que de θ, qu'on va noter f de θ. D'accord. Et ça, là-haut, c'est de Laplacien toujours, il n'y a pas de changement là-dessus. Donc, comme on l'a fait juste avant, on fait la séparation des variables. On sait que la solution qu'on va avoir pour les termes qui nous intéressent ici, puisqu'on veut non-divergence en 0, c'est des termes de la forme R puissance n Pn de cos θ. La solution va être écrite, puisqu'on a une sphère de rayon A, plus avantageusement en prenant R sur A à la puissance n, on va voir tout de suite pourquoi, multiplié par AN, où n est une constante arbitraire à déterminer pour avoir notre développement en série de la solution. Et du coup, par superposition, U de R et de θ devient somme de n égale 0 à l'infini des AN, R sur A à la puissance n, Pn de cos θ. Ok, donc ça c'est la forme de la solution. Et il faut maintenant qu'on aille chercher les valeurs de AN qui nous donnent la condition limite qu'on a fixée. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend U en A, et quel que soit θ, et on dit que ça doit être égal à f de θ.
Et donc on voit tout de suite l'avantage qu'on a eu à prendre R sur A ici dans la variable radiale, parce que en R égale à A, ça fait 1, qui à la puissance n fait 1, et donc on obtient cette relation toute simple, c'est que somme de n égale 0 à l'infini des an pn cos θ doit être égale à f de θ. Alors toute simple, il faut maintenant faire ce développement, mais a priori on sait faire, il n'y a pas de grosse nouveauté par rapport à ce qu'on a fait jusque-là, on fait un peu entre guillemets comme d'habitude, θ doit varier entre 0 et pi, donc on va prendre l'intégrale entre 0 et pi de f de θ Pm de cos θ, sinus θ dθ, oui. Et donc ça doit être égal, ça c'est l'intégrale pour le terme à droite, et donc ça doit être égal à gauche, à l'intégrale de somme de n égale 0 à l'infini des an, je le sors de l'intégrale, c'est une constante, de 0 à pi, de Pn cos θ, Pm cos θ, sinus θ dθ. Ok, première chose à faire, c'est un changement de variable pour passer en x, c'est le même changement de variable que ce qu'on a fait avant, donc je le passe assez rapidement. On n'intègre plus de 0 à pi, mais de moins 1 à 1. Et on obtient Pn de x, Pm de x, et dans le changement de variable, le sinus θ dθ devient simplement dx. D'accord, donc ça, le changement de variable est tout à fait trivial ici, je n'insiste pas plus dessus. Voilà, moi je l'ai écrit ici explicitement, mais voilà, je l'ai dit. On sait par ailleurs, on l'a vu dans le cours sur les polynômes de Legendre, on ne l'a pas démontré, je pense pas de mémoire, mais bon, si j'ai le temps, je vous ferai peut-être un cours un peu détaillé sur les polynômes de Legendre et sur les fonctions de Pessel, où on voit les choses un peu plus démontrées, mais d'une part, il faut que j'en trouve le temps, d'autre part, dans le cadre de ce cours, c'est pas non plus le cœur de notre travail, mais c'est important de savoir travailler avec, donc on verra. On va voir à la suite là, à quel point on peut avoir besoin de savoir triturer ces relations. Bref, prenons pas trop d'avance. Ces polynômes de Legendre étant orthogonaux, Pn intégrale de moins 1 de Pn Pm de x va faire 0 si n est différent de m, et va faire, on se rappelle, je ne me rappelle plus combien, 2 sur 2n plus 1, voilà, quand n est égal à m. Et donc ça, on le sait, c'était un résultat qu'on avait vu sur les polynômes de Legendre. Et du coup, on peut en déduire que les an, puisque là, on n'a qu'un seul terme qui garde pour Pn, m égale à n, ça veut dire que les an, ils doivent être égaux à 2n plus 1 sur 2, intégrale de 0 à pi de f de θ, Pn, et pas Pm, comme c'est écrit ici, une faute de frappe, pardon, cos θ, sinus θ dθ, enfin un copier-coller qui a mal tourné. Voilà, oui, donc attention à ce petit couac ici. Ok, donc ça nous donne les coefficients an quand on développe dans nos polynômes de Legendre avec une variable en cos θ. Ok. Prenons un exemple complet, ce sera le seul du jour, mais ce sera bien, ça va nous faire un peu manipuler toutes ces relations. Donc considérons, on va prendre une sphère de rayon A égale à 1 directement, on s'épargne un peu le R sur A, ça ne changera pas grand chose, enfin ça ne change rien mathématiquement. Donc on donne une distribution de température dans une sphère de rayon 1. Comme condition limite, on va imposer que l'hémisphère supérieur a une température égale à 100 degrés et l'hémisphère inférieur a une température égale à 0 degré. Ça veut dire donc que notre fonction f de θ est égale à 100 si θ est compris entre 0 et pi sur 2. C'est bien, si vous regardez dans le repère sphérique, c'est bien l'hémisphère supérieur. Et θ est compris entre pi sur 2 et pi. Pour θ compris entre pi sur 2 et pi, ça fait f de θ égale à 0. Voilà, c'est la traduction en équation de ces conditions limites. Donc on vient juste de le voir, la fonction u de r et de θ est donc égale à somme de n égale 0 à l'infini des an rm pn cos θ. Et maintenant, il va falloir qu'on calcule les an. Et là aussi, on vient de voir la relation. Elle est de la forme 2n plus 1 sur 2, intégrale de 0 à pi sur 2. On intégrait de 0 à pi, d'accord, mais nous, la seule partie qui nous intéresse, c'est la partie non nulle, puisque dans l'intégration, l'intégrale de pi sur 2 à pi est nulle, puisque f est égal alors à 0. Donc la seule partie qui nous intéresse, c'est entre 0 et pi sur 2, enfin, seule partie non nulle, donc la seule partie pertinente à calculer. Donc ça nous fait intégrale de 0 à pi sur 2 de f de θ, c'est-à-dire 100 fois p n, copier-coller, de cosinus θ, sinus θ dθ. Et donc si on sort le 100, ça nous fait 50 facteur de 2n plus 1. Et ici, l'intégrale de 0 à pi sur 2 devient l'intégrale de 0 à 1. D'accord, puisque, on se rappelle, le changement de variable c'est x égale cos θ, cos de 0 ça fait 1, cos de pi sur 2 ça fait 0. Voilà, Pn de x dx. Ok. Et on a bien la borne, donc 0 donne le 1. Il y a changement de position des bornes, parce que quand on fait le changement de variable, le cosinus θ, quand on prend le différentiel, ça devient moins sinus θ dθ, et donc le moins, on l'absorbe. Il n'y a pas de moins ici, on l'a absorbé en intervertissant les deux bornes. Voilà. Juste pour un petit détail de la partie intégrale.
Et maintenant, on voudrait trouver une relation générale pour les AN, c'est ça qui nous motive. Donc, on va se rappeler un peu des relations qu'on avait vues sur les polynômes de Legendre. Cette relation-là qui est extrêmement importante, qui est P'N plus 1 moins P'N moins 1 est égal à 2n plus 1 Pn. Et ça maintenant, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va l'intégrer de x à 1, dans un premier temps, on va voir après pourquoi. Ça va se voir assez rapidement. Donc si on intègre de x à 1, on obtient 2n plus 1, intégrale de x à 1 de Pn de t dt, là j'ai pris un changement de variable, pour être un peu propre pour une fois, est égal à l'intégrale de x à 1, pareil, de P'N plus 1 moins P'N moins 1 de t dt. Okay. Donc là, l'intégrale de P', c'est le P correspondant, donc l'intégrale primitive de P'N plus 1, c'est Pn plus 1, et la primitive de P'N moins 1, c'est Pn moins 1. Donc on obtient quelque chose de tout à fait simple à écrire, à savoir que l'intégrale de x à 1 de Pn de t dt est égale à 1 sur 2n plus 1, Pn moins 1 de x moins Pn plus 1 de x. Alors attention, les signes ont changé là, parce que là on intègre de x à 1, d'accord. Donc le 1 est pris par valeur positive. Il faut se rappeler que Pn de 1 est égal à 1. Pn plus 1 de 1 est égal à 1, Pn moins 1 de 1 est égal à 1, donc pour la borne 1 ici, on obtient Pn plus 1 moins Pn moins 1 de 1 à chaque fois, donc 1 moins 1 égale 0. En revanche, en x, on obtient moins P'N plus 1 de x moins P'N moins 1 de x, et donc le moins par moins devient plus, et le moins fois plus devient moins. Voilà, donc on a le changement de signe comme ça. J'espère que c'était clair, j'ai pas mis toutes les étapes, c'est tout à fait trivial, mais voilà, je voulais un peu l'expliquer quand même. Ensuite, ce qu'on a du coup, c'est que l'intégrale, maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est intégrer de 0 à 1. L'intégrale de 0 à 1 de Pn de t dt est égale à 1 sur 2n plus 1, Pn moins 1 en 0, moins Pn plus 1 en 0. On a juste à remplacer x par 0 dans cette expression. Par ailleurs, maintenant, il faut qu'on évalue ces valeurs-là, et on va revenir à la définition de nos polynômes de Legendre. Ils prennent cette forme-là, c'est une des formes qu'ils peuvent prendre, et c'est celle qui va nous être utile aujourd'hui. Somme de k égale 0 à la partie entière de n sur 2, de moins 1 puissance k, 2n moins 2k factoriel, x puissance n moins 2k sur 2 puissance n, k factoriel, n moins k factoriel, n moins 2k factoriel. Ok. Voilà la forme du polynôme de Legendre. Donc maintenant, il faut qu'on réfléchisse un peu à ce que ça va nous donner. On cherche des termes en 0. D'accord. Donc on a x égale à 0. Donc pour tous les termes, pour tous les polynômes d'indice pair, n égale à 2l, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir P2L de 0 égale à quoi? Égale à 0 pour tous les termes où x apparaît, et en revanche, quand n est égal à 2k, quand l est égal à k, en fait, on obtient x puissance 0 qui fait 1. D'accord. Et donc maintenant, il faut réfléchir un tout petit peu à ce qu'on a. On est en train de dire qu'on a n égale à 2k, ça fait 2k moins 2k, donc ça fait du factoriel 0. Non, j'ai dit, pardon, excusez-moi, que n est égal à 2k. Alors j'ai pris des L ici, pardon, j'ai des changements de notation, mais bon. Donc ça fait k égale à L ici, et n égale à 2L. Donc ça fait 2 fois 2L, ça fait 4L moins 2L factoriel pour ce terme-là, effectivement. Il n'y a pas d'erreur dans ce qui est écrit, heureusement. Le k est égal à L, donc ça fait moins 1 puissance L. Ok. Le x est à la puissance 0, donc il fait 1. Donc c'est 0 puissance 0, très exactement, qui fait 1. Ensuite ici, on a 2L moins 2L factoriel, ça fait 0 factoriel, ça fait 1. On ne voit pas apparaître ici. Ici, ça fait 2L moins L, ça fait L factoriel. Ici, ça fait k égale L, ça fait L factoriel, voilà. Et ici, on a 2 à la puissance 2L, puisque n est égal à 2L. Okay, donc ça fait bien cette relation qu'on a vue ici, donc on voit ici. Et après 4L moins 2L, ça fait 2L. Donc ça fait 2L factoriel, L factoriel carré ici, 2 puissance 2L, ça ne change pas, et moins 1 puissance L. Donc voilà la valeur de P de 2L de 0. Okay. Ensuite, pour n égale à 2L plus 1, ce qui se passe, c'est que la série qui est là va s'arrêter à x puissance 1. D'accord. Puisque on dit que la série court à partir de k égale 0. Donc ça, c'est le terme en x puissance n, c'est le terme le plus grand. Elle va jusqu'à un nombre impair divisé par 2, et on en prend la partie entière. Donc je vais prendre un exemple juste trivial pour qu'on fixe les idées simplement. Si on prend
pardon, un degré maximum n égale à 3, mettons. La plus grande valeur que peut prendre du coup ici, l'indice k, c'est 3 sur 2, ça fait 1,5. Partie entière, ça fait 1. Donc on va de k égale 0 à 1. D'accord. Donc ici on a 3 moins 2, ça fait x puissance 1. D'accord. C'est le plus petit terme en termes de la plus petite puissance de x qui sera présente dans le polynôme. Par ailleurs, juste pour se rappeler, les polynômes pairs avec des puissances paires et les polynômes impairs avec des puissances impaires. C'est une autre façon de le dire qui va plus vite, je le dis. Mais donc, bref, la série s'arrête au terme x puissance 1. Et donc, il n'y a que des termes x puissance quelque chose qui multiplient quoi que ce soit. Comme x est égal à 0, ils font tous 0, identiquement. Là, il n'y a pas de calcul compliqué à faire. Donc, ce qu'on obtient, du coup, c'est que l'intégrale de 0 à 1 de p de 2n de t dt est égale à 1 sur 4n plus 1, p2n moins 1 de 0, moins p2n plus 1 de 0. Ça, c'est deux nombres impairs, donc ça fait 0 moins 0, ça fait 0. En revanche, pour le terme, l'intégrale d'un polynôme de Legendre d'ordre impair, intégrale de 0 à 1 de p de 2n plus 1 de t dt, ça fait, alors là, il faut revenir à l'expression du début, qui est là. On a donc n égale à 2n plus 1, pardon, les notations sont un peu pourries. 2 facteurs de 2n plus 1, ça fait 4n plus 2, auquel on rajoute 3. On rajoute 1, ça fait 3. On a bien 1 sur 4n plus 3 ici. Et p de 2n plus 1 devient p de 2n de 0 moins p de 2n plus 2 de 0. D'accord. Maintenant, on substitue dans les relations qui sont là. Alors, j'ai mis toutes les équations pour qu'on voit bien tout. Il faut faire les calculs un peu soi-même pour s'en convaincre, mais c'est pas compliqué, il faut juste être un peu attentif. On obtient bien 1 sur 4n plus 3, facteur de, là j'ai juste directement repris, avec L égale à N, et après il faut le prendre pour l'incrément suivant qui est N plus 1 en fait. Donc ça fait 2 facteurs de N plus 1 factoriel, N plus 1 factoriel au carré, 2 puissance 2N plus 2, etc. Et quand vous faites cette opération, vous mettez au même dénominateur, vous groupez les termes, ce que vous obtenez, c'est moins 1 puissance n, 2n factoriel, sur 2 puissance 2n plus 1, factoriel n au carré, fois n plus 1. Okay. Bon, c'est un peu casse-pied à faire, j'ai pas une folle envie d'y passer trop de temps. Je vous laisse le vérifier, si ça vous pose problème, on en parlera en TD, il n'y a pas de souci, c'est juste de la manipulation de factoriel et puissance de 2, c'est pas très mystérieux. Ok, donc ce qu'on voit, c'est que dans notre série, pour le coup, on n'aura que les termes impairs qui vont être non nuls. Les termes d'ordre pair seront tous nuls. Okay. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qu'on obtient du coup? On obtient que les AN doivent être égaux à 50 fois 2n plus 1, intégrale de 0 à 1 des Pn de x dx. Et on a que, alors je récapitule les choses là, intégrale de 0 à 1 de p de 2n de tdt égale 0, et intégrale de 0 à 1 de p de 2n plus 1 de tdt, comme on vient de démontrer, est égal à moins 1 puissance n, etc. C'est égal à cette relation-là. Du coup, maintenant, ce qu'on obtient, c'est que les A d'ordre pair A de 2n sont égaux à 0, et les A de 2n plus 1, eux, vont se retrouver égaux à, alors ça c'est 4n plus 3 qu'on a vu tout à l'heure, pour ce terme 2n plus 1, là c'est le 50, et puis la relation, intégrale de 0 à 1, de p de 2n plus 1 de x dx, ça donne ce terme-là, qu'on vient de déterminer, qui arrive ici. Ok, donc ça c'est les coefficients, et du coup maintenant on peut écrire la relation pour notre fonction, u de r et de θ est égal à 50 plus 25, somme de n égale 0 à l'infini, de tout ce terme-là, qu'on a écrit ici, 4n plus 3, moins 1 puissance n, 2n factoriel, 2 puissance 2n, n factoriel carré sur n plus 1, ce terme-là multiplié par r puissance 2n plus 1, bien faire attention à utiliser les n qu'on a dit qu'on utilisait, et là c'est p indice 2n plus 1 cos θ. Ok, donc ça c'est notre solution. Là, pour le coup, ça y est, on a une solution et on peut la tracer. Il suffit d'aller écrire les p de 2n plus 1 en substituant cos θ et calculer ces termes-là. Donc le premier, alors le plus petit, alors grand N, c'est la valeur max ici que je note. Donc le plus simple, c'est de prendre n égale à 0. On obtient juste le premier terme en fait, c'est-à-dire 50, puisque quand on prend grand N égale à 0, on n'a pas de terme dans la somme. Du coup, on obtient cette solution-là qui est identiquement égale à 50. D'accord. Donc c'est la moitié entre 100 et 0 du coup. Dans toute la sphère. Dès qu'on rajoute un premier terme, on obtient quelque chose qui devient déjà un peu plus logique. On obtient la partie supérieure de la sphère qui est alors très chaude sur la pointe et qui refroidit progressivement, qui atteint vers les 60 par là, mettons à l'œil, c'est vraiment une évaluation à l'œil, et qui va redescendre à 0 par ici, et puis en dessous de 0, moins 40 en face de la solution qui est là. Donc c'est pas exactement les conditions limites parfaitement reproduites, mais c'est normal. Elles sont parfaitement reproduites pour une série infinie.
Qui plus est, on a une discontinuité, donc ça peut mal se comporter au niveau du développement si on n'a pas l'infinité des termes. Néanmoins, si on rajoute un deuxième terme, on obtient cette chose-là. On voit déjà, là on avait un maximum à 140, là il passe à 120, c'est-à-dire que ça, on est en train de resserrer les valeurs autour de 100. D'accord. Et on va avoir ici une transition qui va se faire de plus en plus rapidement au niveau de l'équateur, là. Avec des valeurs, la valeur minimum a changé de position, là vous voyez le moins 20 est passé là, et le point le plus chaud est non plus au pôle nord, là il est passé un peu plus à droite et un peu plus en bas. Ok, on rajoute 5 termes, voilà ce qu'on commence à voir. On commence à avoir des petites oscillations en fait ici sur la surface, dont la forme globale est en train de se recentrer autour de 100 ici, et ici on est en train de se recentrer autour de 0. Alors j'ai pas, c'est dommage, j'aurais pu le faire, mais bon, je vais pas le faire maintenant. Retracer juste l'hémisphère en fait pour voir ce qu'on obtient et comment c'est en train d'osciller autour de la solution. Si on met 10 termes, voilà, on voit qu'on a de plus en plus d'oscillations autour ici, hein, de la valeur 100 et là de plus en plus d'oscillations autour de la valeur 0. Et à 30, on obtient ça. On voit que de 10 à 30, on n'a pas une grande variation de la solution. On a vraiment un champ de température à l'intérieur qui évolue plus beaucoup. Pardon. Ce qu'il faut voir simplement, c'est que d'un point de vue numérique, quand vous tracez ça, pour tout vous dire, c'est tracé sous GNUplot, hein, quand la factorielle de 30 arrive, ça passe encore. Quand vous a passé à 40 termes, la factorielle de 40, elle passe plus. Et du coup, on ne peut pas tracer la solution comme ça. Il faut en passer par d'autres stratégies que je n'ai pas eu mise en place. Donc je me suis arrêté à 30, mais on a déjà une bonne idée de la tendance générale de la solution avec ça. Voilà, donc pour résumer cette première étape, on voit que la solution de l'équation de Laplace, dans le cas avec symétrie suivant l'axe Z, et des conditions limites imposées sur le bord de la sphère, et donc le Laplacien qui a cette tête-là, les solutions vont prendre la forme U de R et de θ égale somme sur n des, alors là il manque la parenthèse, A indice n R puissance n, plus B indice n R puissance moins n moins 1, parenthèse, donc Pn cos θ. Les AN ou les BN sont égaux à 0 en fonction de... Ça ne doit pas diverger en 0 ou à l'infini. C'est ça qui va nous imposer la valeur des coefficients pour que la solution ait un sens physique. Et les coefficients non nuls, eux, sont déterminés par le développement en série de la condition limite, comme on vient de le faire sur un exemple simple là. Ok. Maintenant, on va s'attaquer aux problèmes plus compliqués et plus riches et plus intéressants, où on n'a plus la symétrie suivant Z, et donc on va devoir gérer non seulement R et θ, mais maintenant phi. Et du coup, en hommage à ce qui nous attend dans le prochain cours, j'ai noté la fonction psi. Donc on a Laplacien de psi égale à 0. D'accord, psi dépend de R, θ et phi. Et le Laplacien est toujours la même forme, donc je ne vais pas le relire, ça a un intérêt limité, vous savez lire comme moi. Et donc on va séparer d'abord en deux termes, un terme angulaire y de θ et phi, et un terme radial, un grand R de R. Donc psi est égal à R fois y, et on substitue dans l'expression, d'accord. On voit qu'on peut mettre 1 sur R carré en facteur, hein, il intervient partout là. On va pouvoir le passer de l'autre côté et l'annuler dans un deuxième temps. Mais pour commencer, ici, ce qu'on a, c'est la dérivée par rapport à petit r, donc y n'est pas affecté, je le sors de la dérivation, et on n'a plus que des grands R sur des R, et dans les termes angulaires ici, c'est grand R qui ne dépend pas des dérivés, donc on peut sortir à chaque fois, et là on a des y sur des θ, et là des deux y sur des phi2. Ok. Maintenant, si on regroupe, si on se débarrasse d'abord du R carré, en l'envoyant à droite là, et après on sépare la partie angulaire et la partie radiale après avoir divisé par RY. Ça veut dire que là on va diviser par Y et le R va se simplifier. Là en divisant par RY, le Y va se simplifier, on va diviser par R simplement. Et après on fait passer ce terme là de l'autre côté en 0. Ça nous fait 1 sur R, D sur DR de R carré DR sur DR, moins 1 sur Y sinus θ. Alors là les D restent des dérivées partielles puisqu'il y a encore fonction de deux variables, la fonction Y. De ce terme-là. Et donc, comme ces deux fonctions qui dépendent ici que de R et là que de θ et phi, elles doivent être égales à une constante qu'on appelle lambda. Donc pour R, on voit apparaître cette équation-là qu'on vient de résoudre en fait. Hein. On va se retrouver à l'équation de l'R qu'on a déjà vue, donc ça va pas être spécialement compliqué. Ça donne, hein, comme on l'a vu, R2, R carré, grand R seconde, plus 2R grand R prime, moins lambda R égale à 0. Ok. Pour la partie angulaire, en Y, voilà ce qu'on obtient comme équation.
Euh, à nouveau, hein, comme le signe, là on a un signe moins, quand on passe du côté du lambda, tout le monde est du même signe, ça nous donne donc du 1 sur sinus θ, d sur dθ, de sinus θ, dy sur dθ, plus 1 sinus carré θ, d2y sur dφ2, plus lambda y égale 0. À nouveau, il va falloir qu'on sépare notre fonction y, mais les solutions y ici seront appelées des harmoniques sphériques. Donc c'est des fonctions extrêmement importantes en symétrie sphérique. Elles permettent de faire des développements à peu près comme les fonctions cosinus et sinus le font avec des séries de Fourier. C'est vraiment la base du raisonnement quand on travaille dans un repère sphérique, avec une symétrie sphérique. Ou pas d'ailleurs, dans un repère sphérique. Donc la séparation y se fait, alors j'ai pris les fonctions s de θ et q de phi, donc y est égal à s fois q, et ben, toujours la même musique, hein, on substitue y par sa relation. Ici, ça dépend que de θ, donc il n'y a que le s qui va survivre, et après, comme on divise par sq, le q qui est devant se simplifie, et tout ce qui reste, c'est le 1 sur s. Et là, pour la partie en q, c'est symétriquement la même chose. Donc on a du moins 1 sur q, d2q sur dφ2. On sépare en faisant passer de l'autre côté. Quand on s'est débarrassé, alors là, il faut bien regarder ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que le lambda part avec la partie en s? C'est parce que on s'est séparé, on a dû simplifier ici en multipliant par sinus carré θ tous les termes pour ne pas avoir de dépendance en θ sur la partie en phi. Donc ça veut dire que lambda a été multiplié par sinus carré θ et donc on le garde avec le s qui lui est dépendant de θ et pas avec le q qui par définition ne veut être dépendant que de phi. Ok, donc du coup ça nous guide clairement sur l'endroit où on doit mettre le lambda, il n'y a pas de question à se poser. Et donc on obtient cette équation différentielle, enfin ça va devenir l'équation différentielle ici en θ. Disons que ce terme-là ne dépend que de θ, que de phi, donc ça doit être égal à une constante qu'on appelle nu, qui est notre nouvelle variable de séparation. Et donc on obtient deux équations différentielles. Pour la partie en θ, si on multiplie par s maintenant pour rendre des choses un peu plus jolies, on obtient sinus θ, d sur dθ de sinus θ ds sur dθ, plus lambda sinus carré θ, moins nu, fois s égale à 0. Okay, et θ, on se rappelle, est compris entre 0 et pi. Et pour la partie en q, on obtient cette équation, alors pour le coup ultra simple maintenant, d2q sur dφ2 plus nu fois q égale 0. Ok, ça c'est vraiment une équation triviale pour nous à ce stade. Hein. On va la résoudre, mais on l'a déjà résolu 400 fois, je pense. En exagérant légèrement quand même. On obtient donc cette équation résoudre, d2q sur dφ2 plus nu fois q égale à 0. Le truc, c'est que on veut avoir que q de phi soit égal à q de phi plus 2pi, puisqu'on est dans un repère sphérique, on veut que quand on fait un tour complet et qu'on revient au même point, on tombe bien sur la même valeur de la solution. Pour respecter ça, on va voir comment ça va se passer, on l'a déjà vu, mais on va faire semblant de ménager un tout petit peu le suspense. La première possibilité, c'est que nu soit négatif, ça nous donne dans ce cas-là que nu doit être égal à moins mu carré. Et donc l'équation s'écrit q seconde moins mu carré q, donc là on prend le polynôme caractéristique, ça fait du r carré moins mu carré, on a deux racines, plus mu moins mu, qu'on met dans des exponentielles, et ça nous fait que q dans ce cas-là est égal à a exponentielle mu phi, plus b exponentielle moins mu phi, et ça peut pas satisfaire les conditions limites périodiques, on l'a déjà rencontré, je ne rentre pas dans plus de détails, on n'a pas de solution à prendre ici. Pour nu égale à 0, on obtient q seconde égale à 0, qu'on intègre deux fois de suite, ça nous fait q égale à a phi plus b. Ça ne satisfait les conditions périodiques que si a est égal à 0. D'accord ? Parce que dans ce cas-là, on a bien effectivement que q de phi est égal à q de phi plus 2pi, parce que c'est égal à une constante. Et dans ce cas-là, c'est bon. Après, dernière possibilité, c'est nu supérieur à 0. Là, on a intérêt à trouver quelque chose, sinon on sera sur une solution quasi triviale, juste la solution constante. Donc on prend nu égale à mu carré cette fois-ci, et donc le polynôme, ça va être caractéristique pour l'équation qui est q seconde plus mu carré q égale à 0, ça va être r carré plus mu carré égale à 0. Et là, on sait que nos solutions sont imaginaires. Et du coup, quand on les introduit dans les exponentielles, ça nous donne du C1 cos mu phi plus C2 sinus mu phi, où mu va être la racine. Et ces solutions-là ne vont satisfaire q de phi égale q de phi plus 2pi que si mu est un nombre entier. D'accord ? Puisque dans ce cas-là, ça fait plus 2n pi, qui est un nombre qui n'a pas d'effet sur notre cosinus ou notre sinus. Et donc ça marche. On va en revanche, donc mu est égal à m, un nombre entier, on va le regarder en revanche par rapport à d'habitude sous la forme exponentielle imaginaire. On va voir que quand on va traiter les harmonies sphériques, c'est cette forme-là qui est gardée. Donc on prend la solution, pour une fois, de cette équation sous sa forme exponentielle imaginaire, donc a exponentielle im phi plus b exponentielle moins im phi. Voilà. Et nu dans ce cas-là doit être égal à m carré, puisque
c'est sa valeur. Nu est égal à mu carré, comme on l'a dit ici, pour mémoire. Donc le problème en S maintenant, on peut remplacer nu par son expression qui est m carré. Donc le problème en S maintenant s'écrit sinus θ d sur dθ de sinus θ ds sur dθ plus lambda sinus carré θ moins m carré S égale 0. Ok. On va maintenant faire un changement de variable parce que si vous regardez cette équation dans les yeux là, elle est pas sympathique vue comme ça. On va faire un changement de variable dans l'espoir de la simplifier. Et évidemment, ça va bien se passer. C'est le même que celui qu'on a fait tout à l'heure. C'est x égale cos θ pour commencer. Donc, alors là, j'ai fait un petit micmac de notation. J'ai renommé le s de θ en v de x pour dire que la fonction ne s'écrit pas de la même façon, donc c'est pas la même fonction. Je crois que c'est plus carré. Je ne suis pas assez matheux pour prendre trop la tête avec ça en général. Mais je l'ai fait. J'espère que j'ai pas trop de surprises dans les notations par la suite. Je me souviens plus. Voilà, j'ai fait les slides il y a quelques temps déjà, et c'est que maintenant que j'enregistre. Bref. Donc le v de x, on le prend égal à s de θ, en ayant fait le changement de variable, ça change la forme de la fonction, donc on l'appelle v, mais c'est bien la même fonction métaphoriquement dont on parle. Le θ, enfin mathématiquement, le θ varie entre 0 et pi, et donc le x varie entre moins 1 et 1, puisque c'est le même changement de variable que tout à l'heure, donc je ne passe pas des heures là-dessus. On avait vu dans ce cas-là que sinus θ ds sur dθ devenait égal à sinus θ dv sur dx sur dθ. Le dx sur dθ, on l'a vu tout à l'heure, ça nous est du sinus θ, donc, enfin du moins sinus θ, pardon. Donc le sinus θ ds sur dθ devient moins sinus carré θ dv sur dx. Et donc moins 1 moins x carré, c'est bien égal à 1 moins cos carré, le sinus carré, donc 1 moins x carré dv sur dx. Ok, donc maintenant on peut. Donc c'est une manière légèrement différente de tout à l'heure de faire la substitution, et je la trouve sympa aussi, donc je vous la montre. C'est vraiment des détails. Mais... Donc maintenant ce qu'on voit, c'est que si on prend l'expression sinus θ d sur dθ de sinus θ ds sur dθ, on obtient que le sinus θ d sur dθ, sans le s là, sinus θ d sur dθ, devient égal à moins 1 moins x carré d sur dx. C'est ce terme-là. Ok, et là le sinus θ ds sur dθ, tout ce terme-là devient égal à ce terme-là, moins 1 moins x carré dv sur dx. Ok, il faut faire cette dérivation pour y voir quelque chose. Oui, pardon, donc je fais juste un petit bilan, ouais, autant pour moi. Donc ce qu'on a montré, c'est que cette équation différentielle-là devient cette équation différentielle-là, avec cette fois-ci, en θ, on a θ qui varie entre 0 et pi, en x, on a x qui varie entre moins 1 et 1. Voilà. Et donc, si on... Ah oui, donc, ouais, ok, super. Et donc maintenant, on va faire l'opération de dérivation de ce terme-là, d'accord ? Donc là, il faut retrouver ces petits, je préfère afficher le résultat pour qu'on discute sur pièce, si j'ose dire. Donc, quand on dérive ça, c'est u fois v, donc c'est u' v plus uv'. Déjà, on peut sortir le moins, qui devient un plus, donc ça c'est réglé. Et donc, quand on dérive le s ds sur dx, ça va faire du d2s sur dx2 fois 1 moins x carré, d'accord, multiplié par 1 moins x carré. Donc ça fait 1 moins x carré au carré fois d2v sur dx2. Alors là, j'ai gardé un s au lieu d'un v. C'est mal. Et là, j'ai carrément rien mis. Ok, donc là, il y a un v normalement. Et là, le s est un v normalement. Désolé, il y a plein de petites erreurs de notation. Et sinus carré θ est devenu 1 moins x carré, pardon. Ouais. Donc, on dérive d'abord le ds sur dx, ce qui fait un d2v sur dx2. Et le 1 moins x carré est multiplié par 1 moins x carré, donc il est au carré. Comme... voilà. Ensuite, quand on dérive ce terme-là, on obtient 1 moins x carré fois la dérivée de 1 moins x carré qui est moins 2x fois ds sur dx. Donc on obtient ici moins 2x fois 1 moins x carré, et ici on a lambda fois 1 moins x carré moins n2. Et après on divise tout par 1 moins x carré. Donc ici 1 moins x carré au carré devient 1 moins x carré. Le moins 2x fois 1 moins x carré devient juste moins 2x. Le lambda fois 1 moins x carré devient juste lambda. Et le moins m2 devient moins m2 sur 1 moins x carré. Voilà. Et on a réécrit notre équation sous cette forme-là. Et si vous la regardez bien dans le blanc des yeux, on l'a déjà croisée, c'est l'équation de Legendre associée. D'accord ? On retrouve l'équation de Legendre pour nu égale à 0. Alors ouais, je l'ai appelé nu ici. Donc pour m égale à 0 en fait. Donc c'est l'équation de Legendre pour m égale à 0. Et voilà. Que je voulais dire. L'équation de Legendre associée, on a déjà donné ses solutions, on n'avait pas trop démontré, mais on s'était donné les solutions et on va rester sur cette simplicité pour l'instant. Encore une fois, je ferai peut-être un petit cours sur le détail
de la résolution des équations de Legendre, de Bessel et de Legendre associé, etc. Et en démontrant un peu plus finement et plus clairement toutes les propriétés, mais là, dans le cadre du cours, ça casserait un peu le flux. Et c'était déjà assez long, j'ai trouvé le cours sur le Legendre et Bessel, donc je ne voulais pas en faire plus que ça, dans l'immédiat. Donc on sait que cette équation-là n'a des solutions bornées que si lambda est égal à n plus 1, d'accord, et que les fonctions que ça engendre sont les fonctions de Legendre associées de première espèce, qu'on note Pnm de x, et elles ont une fonction, c'est une manière simple de les générer, si on veut les générer, c'est 1 moins x carré puissance m sur 2, dérivé mim de Pn de x, où Pn de x est le polynôme de Legendre, d'ordre n. Ok, donc Pn de 0, c'est directement P de 0. Pn, pardon. Pn 0 de x, c'est Pn de x. Okay, et Pn est le... Voilà, je vais le dire par la suite, mais donc... M peut être compris qu'entre 0 et n. Si on dérive un polynôme d'ordre n plus de n fois, il fait 0 identiquement. Donc les Pn m avec m plus grand que n font identiquement 0. Voilà, dans les Pn sur le polynôme de Legendre, j'ai dit, ça je l'ai dit, je viens de le dire. Et donc juste pour mémoire, les premières fonctions de Legendre associées, elles ont cette tête-là. Racine de 1 moins x2, 3x, racine de 1 moins x2, pour alors P1, P2, P3, 1, c'est 3,5, racine de 1 moins x2, 5x2 moins 1, etc. etc. Voilà. Bon. Tout ça est tabulé, on peut le retrouver aussi si on se creuse un peu les neurones à partir des polynômes de Legendre. On avait vu comment faire tout ça, j'insiste vraiment pas là-dessus, c'est des choses qu'on est censé maintenant maîtriser. Et du coup, à ce stade, on peut écrire, ça y est, les harmoniques sphériques, quelle forme elles prennent. On les note souvent, alors YLM ou YNM, enfin bon, il y a plusieurs façons de les noter, de θ et phi, et elles s'écrivent C, exponentielle IM phi, ça c'était la solution en phi, fois PLM cos θ, ça c'est la solution en θ. Donc ici, on a un brave exponentiel IM phi, et là, on a le polynôme de Legendre associé de première espèce. Et C, c'est une constante de normalisation, en fait. Le but du jeu, en fait, avec les harmoniques sphériques, c'est d'avoir une base. Non seulement les harmoniques sphériques vont être orthogonales, mais en plus, on voudrait qu'elles soient orthonormées, comme ça simplifie beaucoup les calculs par la suite. Donc, on va prendre C de façon à générer une base orthonormée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vouloir que, quand on intègre de 0 à 2π, suivant phi, et de 0 à pi, suivant θ, on obtienne que, alors attention, c'est par rapport à la fonction de pondération sinus θ qu'on est, que YLM étoile θ phi fois YL prime M prime θ phi dθ, des phi implicitement, mais je l'ai mis là, soit égal à delta LL prime delta MM prime. D'accord. Donc ça, c'est les symboles de Kronecker. Enfin, c'est le symbole de Kronecker. Si L égale L prime, ça fait 1. Si L différent de L prime, ça fait 0. Là, pareil pour les M. Et donc, ce qu'on voit, c'est que cette expression ici veut dire ça sera égal à 0 dès lors que soit L n'est pas égal à L prime, soit M n'est pas égal à M prime. Donc, dès lors qu'on n'a pas exactement la même harmonique sphérique. Et si on a la même harmonique sphérique, ça fait 1. C'est ça qu'on veut. Donc, ce qu'on veut maintenant, on remplace un petit peu par les relations. Ce qu'on veut, c'est que norme de C au carré soit égale. Alors là, ce qu'il y a de bien sympathique, c'est que Y est fonction d'une fonction de phi fois une fonction de θ. Donc, on peut... Et on intègre sur un rectangle, donc le théorème de Fubini nous dit qu'on peut bien regrouper les termes en phi d'un côté et les termes en θ de l'autre et faire deux intégrales simples séparées. D'accord. Donc ça c'est vraiment trivial, l'exponentielle im prime moins m phi des phi de 0 à 2π, ça fait delta LL prime, il n'y a vraiment pas de mystère ici. Celle-là est un tout petit peu plus taquine, il faut juste se rappeler, on va dire, du cours, qui nous dit qu'effectivement si on fait le changement de variable x égale cos θ, on obtient l'intégrale de moins 1 à 1 de PLM de x, PL'M' de x dx, et les polynômes de Legendre sont orthogonaux. Donc on obtient quelque chose qui est bien de la forme delta MM' ici. Ce qu'on veut simplement, c'est que ce soit orthonormé, c'est de la forme, c'est proportionnel à delta MM', c'est pas égal à delta MM', parce que très exactement, l'intégrale de moins 1 à 1 de PLM de x, PL'M de x dx est égale à delta LL' multiplié par ce terme-là, qu'on ne prend pas le temps de démontrer, on le prend tel quel, ça fait 2 fois L plus M factoriel sur 2L plus 1 factoriel L moins M factoriel, ok d'accord, maintenant qu'on sait ça, on sait écrire C. On veut que ce soit égal à ça, oui tout à l'heure à l'intégrale de 0 à 2π, ça nous donne un terme 2π qui se promène ici, et le 2π, donc ça on prend l'inverse, donc le 2π descend, il est multiplié par 2 fois L plus M factoriel, donc ça fait 4π fois L plus M factoriel, et au numérateur c'est ça qui monte. Donc ça fait C égale 2L plus 1 factoriel fois M moins M factoriel. Et donc quand on va avoir notre C égal à ça, on aura bien
des harmoniques sphériques qui formeront une base orthonormée. Usuellement, on prend pour C là le signe arbitraire, on prend pour C le signe -1 la puissance m. Je ne sais pas pourquoi exactement, j'avoue, je ne suis pas allé vérifier ce détail, mais c'est généralement ça qui est fait, donc voilà, par convention, c'est ça que je vais prendre, comme tout le monde. Il y a sûrement des bonnes raisons. Donc au total, nos harmoniques sphériques, ben, ça y est, on les a construites. Hein. Elles ont cette forme-là, c'est YLM de θ FI égale -1 puissance m, racine de 2L plus 1 factoriel, L moins m factoriel, sur 4pi L plus m factoriel, exponentielle IM phi, PLM de cos θ, donc polynôme de Legendre associé, de première espèce. Voilà la forme des premières harmoniques sphériques. Non, je suis surpris, je croyais que j'avais viré les Y1, parce que bon, je ne tiens pas à en parler plus que ça pour l'instant. Mais donc voilà la forme des premières harmoniques sphériques. Hein. On voit bien le 1 sur racine de 4pi hein, qui vient de ce terme-là, dès lors qu'on prend des zéros en L et M, ça fait des 0 factoriels ici, 1 factoriel ici, 0 factoriel ici, donc tout ce qui nous reste c'est 1 sur racine de 4pi, et voilà c'est tout. Je vous laisse vous prendre un peu la tête hein, si vous voulez démontrer ces relations-là, j'ose espérer qu'il n'y a pas d'erreur dedans, je pense que non. Je ne suis pas allé revérifier en détail, j'ai copié-collé dans un bouquin et je me suis aperçu que sur d'autres sujets il y avait des erreurs, donc j'espère qu'il n'y en a pas, mais ça se trouve trivialement sur internet, hein, partout, sans souci. Ok, et maintenant ce qui va nous intéresser, ça va être de pouvoir faire des développements en série d'harmoniques sphériques, bien sûr. Donc, comme toujours, hein, pour aller chercher nos conditions limites, entre autres. Et donc ce qu'on veut, c'est que f de θ et phi, donc une fonction définie pour phi compris entre 0 et 2pi et θ compris entre 0 et pi, et qui soit 2pi périodique, dans ce cas-là, on peut directement la développer en harmonique sphérique suivant une série qui a cette forme-là. Somme de n égale 0 à l'infini, et la somme sur m se fait que de -n à n, hein, puisqu'on avait dit que les grands m qui sont dans l'harmonique sphérique, les polynômes de Legendre, associés, les petits m ne peuvent pas valoir plus que n, et peuvent valoir -n. Voilà. On les prend égaux à -n aussi, parce qu'on veut pouvoir prendre l'exponentielle moins n phi. Non, je dis une bêtise là. Oui, je sais plus où j'en suis. Bref, que ça ne tienne. Oubliez ce petit commentaire final, je me fatigue un peu. J'en fais trop ces temps-ci. Donc, ce qu'on obtient, si on fait notre schéma intégral habituel, on intègre doublement la fonction de 0 à 2pi, de 0 à pi suivant θ et phi, en prenant par sinus θ. Le f de θ et phi fois, attention, le complexe conjugué, donc bar y nm de θ et phi. On obtient du coup l'expression du coefficient ANM. Il n'y a pas de changement par rapport à d'habitude. Pourquoi est-ce qu'il y a le complexe conjugué ? Je ne vais pas le démontrer, je vais juste rappeler que c'est ce qu'on a retrouvé quand on a regardé la série de Fourier complexe. Je vous laisse revenir un petit peu en arrière quand même là. Que quand on prend la série de Fourier complexe d'une fonction f de x, qui est égale à somme de n égale moins l'infini à l'infini des Cn exponentielle inpx sur L. Dans ce cas-là, les Cn, eux, étaient égaux à 1 sur 2L, intégrale de moins L à L, de f de x exponentielle moins inpx sur L. Et donc, moins inp, là, c'est bien le complexe conjugué de inp, x sur L. Et donc, voilà. Philosophiquement, on faisait bien la même chose. Donc, on l'admet pour l'instant. Je n'ai pas voulu rentrer là aussi sur un peu plus de détails d'analyse. Ça rend un peu la logique de résolution des équations. Donc, j'espère que vous m'en ferez grâce. Ok, maintenant on vient sur la fonction en R. On sait que notre lambda est égal à n fois n plus 1. On retombe vraiment sur la même chose que tout à l'heure. Hein. C'est l'équation de l'R. On prend une solution de la forme R puissance S. On retrouve cette équation qu'on a vue tout à l'heure, à savoir SS plus 1 moins n plus 1 égale 0. On sait que les deux solutions c'est S égale à n et S égale à moins facteur de n plus 1. Et donc le R de R prend la forme A R puissance n plus B R puissance moins n plus 1. Si le problème ne doit pas diverger quand R tend vers 0, on prend B égale à 0. S'il ne doit pas diverger quand R tend vers l'infini, on prend A égale à 0. Et du coup, la solution d'équation de Laplace, hein, quand il n'y a pas de symétrie suivant Z, prend cette forme-là, somme de n égale 0 à l'infini, somme de m égale moins n à n, des Rn de R, qu'on vient de voir ici, fois ynm de θ et phi. La partie radiale, la partie angulaire qui est donnée par les harmoniques sphériques. Donc pour résumer ce qu'on vient de dire là, c'est que l'équation de Laplace... je viens de le résumer, donc ça va être un petit peu taquin, mais de le refaire. Mais l'équation de Laplace, Laplacien de phi égale à 0 en repère sphérique avec des quotients limites sur le rayon R égale à A, donc f de A, θ et phi, va avoir pour solution psi de R θ et phi. Le phi a disparu, c'est un copier-coller, je pense.
égale la somme de n égale 0 à l'infini, somme de m égale moins n à n, des a nm à déterminer, c'est les coefficients, Rn de R, Y, Nm de θ et phi. Comme on l'a fait tout à l'heure, si on prend R sur A à la puissance moins n ou n pardon, ou moins n moins 1, ce terme-là sera égal à 1 sur le rayon de la sphère. Donc il disparaît. Donc les A et Nm sont juste les coefficients du développement en harmonique sphérique. Voilà. Et donc on obtient du coup qu'ils sont égaux à intégrale de 0 à 2pi, intégrale de 0 à pi de f fois y bar, sinus θ, dθ, dφ. Voilà, et comme je l'ai déjà dit, je ne l'ai pas répété, on annule en fonction de la divergence. Voilà. Ok, donc maintenant on va aller vers d'autres problèmes un peu plus intéressants qui sont l'équation des ondes et l'équation de la chaleur. Et on va voir que ces deux équations vont nous mener au même problème. Donc on se rappelle comment elles s'écrivent. L'équation de la chaleur, elle prend la forme du sur dt égale k Laplacien de u. Et l'équation des ondes, c'est d2u sur dt2 égale c carré Laplacien de u. Donc ça, c'est les deux équations. Équation de la chaleur ici, équation des ondes ici. Quand on va les traiter par séparation des variables, comme d'hab, hein, donc on a une solution u qui dépend de r, θ, phi et t, le temps. On va l'écrire en séparant suivant une fonction psi de r, θ et phi multipliée par une fonction grand T qui dépend que du temps. Donc psi fois grand T. Et du coup, quand on rentre ça dans les deux équations, ce qu'on obtient, c'est que sur la partie temporelle, on va obtenir T', je regarde d'abord l'équation de la chaleur, on va obtenir T' fois psi égale K fois T fois le Laplacien de psi. Quand on divise ensuite par K psi T, en fait, on obtient ici que le psi s'en va et on obtient T' sur KT. Ici, le grand T et le K s'en vont et tout ce qui nous reste, c'est Laplacien de psi sur psi. D'accord ? Et après on sépare, enfin on n'a pas, pardon, c'est déjà séparé, là on est sur la situation, on a le temps d'un côté, l'espace de l'autre. Donc ça nous fait T' sur KT égale Laplacien de psi sur psi, ça dépend du temps, ça dépend que des variables d'espace. Et donc ça doit être égal, ces deux termes-là doivent être égaux à une constante qu'on va noter moins eta. Okay. Si on fait le même traitement sur l'équation des ondes, ce terme-là nous donne aussi du Laplacien de psi sur psi, le du de u sur dt2 devient t seconde sur c carré t, à nouveau ça se sépare bien. Et à nouveau, on dit que c'est égal à une constante moins eta. Et ce qu'on voit du coup, c'est que pour la partie spatiale, dans les deux cas, ce qu'on doit résoudre, c'est Laplacien de psi sur psi égale moins eta. Donc ça conduit à ce qu'on appelle l'équation de Helmholtz homogène, à savoir Laplacien de psi égale moins eta psi, qui est une équation aux valeurs propres et aux fonctions propres par la même occasion. Et bien c'est parti, il va falloir qu'on retrouve ça. Bon, ce qu'on peut démontrer, ça conduit à... C'est pas des calculs très compliqués, mais encore une fois, je voulais pas rompre le flux. Ça conduit à une expression qui a la forme d'un quotient de Rayleigh, comme on a vu. Alors c'est juste de plusieurs variables, mais ça a la forme d'un quotient de Rayleigh, comme on a vu dans la théorie Sturm-Liouville, qui permet de donner le signe de la valeur propre eta ici. Ce qu'on voit, c'est que les eta sont positifs ou nuls pour des conditions limites de la forme condition de Dirichlet, c'est-à-dire phi égale à 0 sur le bord de oméga, dφ sur dn égale à 0 sur le bord de oméga, donc condition de Neumann, et sur les conditions de Robin qui s'écrivent dφ sur dn plus alpha phi égale à 0 sur le bord. Pareil, dans ces trois cas-là, on obtient eta supérieur ou égal à 0. Voilà, je ne le démontre pas, on l'admet, ça nous permet d'avancer sans se poser trop de questions. Moralement, je vous ai dit, ça ressemble à du quotient de Rayleigh. On va s'en contenter. Donc maintenant, il faut qu'on résolve l'équation de Helmholtz. Et comme on sait, que eta est positif, ça veut dire qu'il va prendre la valeur mu carré, et il y a le moins qui s'en va pas, donc ça fait Laplacien de psi égale moins mu carré psi, c'est ça qu'on doit résoudre. Et donc c'est parti. On va devoir séparer psi en deux termes, grand R fois y, donc ça reste y parce qu'on va se retrouver effectivement avec les harmoniques sphériques, en revanche grand R va changer de forme, on va le voir. Et donc je remplace le Laplacien par son expression, et j'ai déjà fait sortir le y de cette expression-là et le r de cette expression-là, puisqu'ils ne dépendent pas des variables respectives qui sont utilisées pour la dérivation. Et ici, le psi devient ry. D'accord, donc ça, c'est bien juste la substitution qui est faite en ayant simplement dégagé les variables. Si vous faites les petites opérations qu'il y a à faire, vous obtenez les équations suivantes, à savoir pour la partie radiale, une fois qu'on fait passer la partie angulaire de l'autre côté, donc elle prend un signe négatif au passage. Et comme, alors attendez, juste pour pas que je fasse d'erreur, comme on doit multiplier par r carré ce côté-là, ça va faire du mu de R2, on va diviser par grand RY, les grands RY vont s'en aller, mais du coup le mu de R2, on va le garder avec la partie radiale, d'accord ? Ça c'est différent par rapport à tout à l'heure. Et du côté
du côté de la partie angulaire, on ne rajoute rien, on le fait juste passer de l'autre côté du signe égal, donc ça prend un signe moins du coup. Donc ça fait moins 1 sur y, ok. Et donc là on dépend que des parties angulaires, là on dépend que de la partie radiale, donc ça doit être égal à une constante, à nouveau. On reconnaît pour y la situation des harmoniques sphériques, donc là on sait bien écrire la solution pour y, et on sait que dans ce cas-là, lambda doit être égal à nn plus 1, et pour chaque valeur de n, on aura 2n plus une solution. Alors, petite notation au passage, si vous vous rappelez de votre atomistique, les orbitales S, P, D, F, etc., vous savez qu'une orbitale S, elle est unique, une orbitale P, il y en a 3, une orbitale S, P, D, il y en a 5, c'est ce 2n plus 1, et ça vient des harmoniques sphériques. On le verra dans le cours prochain en détail, mais voilà, on a déjà obtenu ce beau petit résultat. Pour la partie radiale, maintenant, ce qu'on a, du coup, on remplace lambda par sa valeur, c'est nn plus 1. Et après, on doit multiplier par un r pour faire passer sous forme d'équation différentielle. Donc ça fait du mu de r de grand R moins lambda grand R, lambda étant égal à nn plus 1. On regroupe en factorisant par grand R. Donc ça nous fait d sur dr, de r carré dr sur dr, plus mu de r de moins nn plus 1, le tout fois grand R égale à 0. Cette équation-là s'appelle l'équation de Bessel sphérique et on va lui associer les fonctions de Bessel sphérique. On va voir rapidement pourquoi. Hein. Donc si on... donc j'ai donné le résultat ici, donc on va juste voir que ça vient bien d'expression qu'on a là. Si on dérive cette équation-là, je peux dans un premier temps dériver le grand R, ça fait petit r carré fois r seconde. Je peux ensuite dériver le petit r carré, ça fait du coup 2r fois r prime. Okay. Voilà, et donc ça nous fait r carré r seconde plus 2r prime plus mu de r2 moins nn plus 1 grand R égale à 0. Pour résoudre ça, pour voir qu'on a bien une équation de Bessel qui est planquée là-dedans, ça va se faire en 2 étapes. On va d'abord prendre le premier changement de variable qui est x égale à mu r pour se débarrasser de ce truc-là et le transformer en x carré en fait. D'accord. Du coup, grand R, je vais le rebaptiser u, u étant la fonction de x qui correspond à la fonction grand R de r, en ayant fait le changement de variable. Du coup, ici, alors, il faut juste voir que dans le changement de variable, le r carré, ça devient x2 sur mu2, d'accord. Et quand on dérive ici le grand R, on obtient on multiplie par 2 fois la dérivée de dx, pardon, je suis en train de bafouiller, on a du dx sur dr qui sort, qui va faire 2 fois, qui va faire du mu carré, et les mu carrés vont simplifier. D'accord. Donc on obtient que le R2 devient x carré, à cause de l'opérateur de dérivé 2 fois qui va compenser le mu carré qui est en bas par un mu carré qui est en haut. Exactement de la même façon, le 2rr' devient 2xu'. J'aurais pu mettre quelques petites étapes intermédiaires, je suis désolé. Je vous laisse le faire en même temps, c'est pas très compliqué, mais c'est bien de le faire du reste pour bien comprendre ce qui se passe. Bref, je m'excuse comme ça. Du coup, le r carré r seconde devient x carré u seconde, le 2rr' devient 2xu', et ce qu'on a gagné, du coup, c'est que le mu de r2 devient x carré, et ça, c'est quand même déjà plus sympathique. Et ensuite, on a bien à faire une équation de Bessel, sauf que là, on a un coefficient 2 qui n'est pas présent dans l'équation de Bessel. Et donc, pour pouvoir utiliser nos fonctions de Bessel gratuitement, entre guillemets, il faut qu'on se débarrasse du 2. Pour ça, on va faire une deuxième substitution qui est u de x égale à x puissance gamma w de x. Donc, on suppose en quelque sorte en fait une forme pour u de x qui est x puissance gamma w de x. Et maintenant, c'est parti, on va substituer cette expression dans cette équation-là. Donc là, il y a un peu de travail. À quel point est-ce que j'ai développé les détails là, ouais, j'en ai pas mis beaucoup. Donc si vous faites cette substitution, le u seconde, ça va vous faire du... quand on dérive 2 fois... ouais, c'est casse-pied. Ouais, je vais pas réussir à le faire à la volée. Je vous laisse le regarder vous-même. Il faut juste bien faire gaffe quand on dérive 2 fois cette fonction. Ça va nous faire plusieurs termes qu'il faut bien regrouper ensemble. Et quand vous le faites, vous obtenez cette équation-là, qui est de la forme x carré w seconde, plus 2 facteur de gamma plus 1 x w prime, plus x2 moins nn plus 1 plus gamma facteur de gamma plus 1 w. Alors juste on peut voir rapidement d'où vient ce gamma plus 1, c'est quand on fait u seconde, quand on dérive 2 fois par rapport à x ici, on va avoir notamment 2 fois la dérivée de x gamma fois w de x non affecté, et donc ça va faire gamma plus 1 x puissance gamma moins 2, et comme il est multiplié par x carré, ça fait bien à nouveau fois x gamma, voilà, fois w de x, et donc on obtient bien
un truc qui va bien se regrouper. Ouais, il y a un x puissance gamma. Oui, d'accord, oui. Et là, on a tout redivisé par x puissance gamma, ici. Ouais. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas ici. Donc, tous les termes x puissance gamma ont été divisés. On peut s'en débarrasser comme ça. Et tout ce que ça nous laisse comme trace, si j'ose dire, c'est ce coefficient gamma plus 1 et gamma gamma plus 1. Et maintenant, la petite magie, pour retrouver une équation de Bessel, c'est de prendre ici gamma plus 1 égale à 1,5. Parce que si on a gamma plus 1 égale à 1,5, ça fera 2 fois 1,5, ça fera 1, et on aura bien l'équation de Bessel. Donc pour que gamma plus 1 soit égal à 1,5, il faut que gamma soit égal à moins 1,5. Et ça nous donne la forme, du coup, de u de x, c'est x puissance moins 1,5 fois w de x. Et l'équation en w, du coup, devient bien l'équation de Bessel. Et elle prend cette forme-là, x carré w seconde plus xw prime plus x2 moins... Alors là, c'est en ayant fait la substitution de gamma par sa valeur, hein, ça fait moins 1,5 facteur de plus 1,5, ça fait moins 1 quart. n2 plus n moins 1 quart, ça fait, plus 1 quart, pardon, parce qu'on a du moins 1,5 fois... Non, il y a un moins ici, donc c'est bien ça, on a un moins qu'on récupère ici, devant. Donc c'est bien ça, ça fait moins n carré moins 1 quart. Ouais, c'est bien égal à moins n plus 1,5 au carré. Donc c'est bien cette forme-là qu'on a au final. Et ça, c'est l'équation de Bessel. D'accord, elle est d'ordre n plus 1,5. Ok, bah donc on sait que les solutions, quelle forme elles prennent? Elles forment la forme J, fonction de Bessel, indice n plus 1,5, et ça, c'est les W de x. Mais W de x, c'est pas notre problème. Notre problème, c'était, il était déjà pas en x, mais il était en u, c'est déjà plus proche. U de x, il va être égal à W de x fois x puissance moins 1,5, c'est-à-dire W de x sur racine de x, c'est-à-dire la fonction de Bessel d'ordre n plus 1,5 de x sur racine de x. Ok. Donc ce qu'on va appeler maintenant les fonctions de Bessel sphériques de première espèce d'ordre n, c'est des fonctions qu'on note généralement avec un petit j, indice n de x, et elles sont égales, alors après en ayant fait ce qui va bien pour rendre tout ça normé, machin, tout ça, ça nous fait racine de pi sur 2x, j, indice n plus 1,5 de x. Fonction de Bessel d'indice n plus 1,5. Et les fonctions de seconde espèce sont la même forme. Petit y n de x, c'est racine de 2pi sur x, y n plus 1,5 de x. Okay. Voilà. Et donc, les j 1,5, au fait, est-ce qu'on peut aller voir à quoi elles ressemblent? Ça va peut-être nous être un petit peu utile par la suite. Donc, on va se rappeler de la forme du développement en série des fonctions de Bessel, hein, c'est en ayant pris ici pour la fonction j1,5, ça fait somme de n égale 0 à l'infini de moins 1 puissance n, 1 sur n factoriel, n plus 1,5 factoriel, alors on a une fonction gamma ici, hein, x sur 2 puissance 2n plus 1,5. Ok. Donc ça c'est la forme générale de la fonction j1,5. Vu comme ça, elle n'a pas l'air complètement reconnaissable. En fait, on va pouvoir voir qu'elle a une bonne tête. Alors, je ne rentre pas dans le détail ici, mais on peut montrer que si x n'est pas un entier négatif, ce qu'on a, c'est que 2x plus 1 factoriel pardon, est égal à 2 puissance 2x plus 1, oui c'est ça, fois x factoriel, fois x plus 1,5 factoriel sur racine de pi. Bon, il faut les triturer un peu le genre de relation qu'on avait vu avant. Et donc ce qu'on en tire, c'est que ce terme x plus 1,5, on prend x égale à n maintenant, ça nous fait n plus 1,5 factoriel égale à, on fait passer racine de pi en haut, et de 2 puissance 2n plus 1 sur n factoriel en bas, et on obtient cette relation-là. D'accord? Donc on substitue ça. Le n plus 1,5 il est là. Du coup, alors maintenant il faut compter ces petits. On a le n plus 1,5 qui est au dénominateur, donc ce terme-là va passer au numérateur. Le n factoriel va se simplifier, donc le n factoriel qui est là et celui-là vont se simplifier. D'accord, on va avoir le 2 puissance 2n plus 1 en haut, et le racine de pi 2n plus 1 factoriel en bas. Donc on obtient maintenant que j1,5 de x, c'est somme de n égale 0 à l'infini de moins 1 puissance n, 2 puissance 2n plus 1, racine de pi, 2n plus 1 factoriel, x sur 2, 2n plus 1,5. Ok. Maintenant, alors c'est dommage, j'ai les deux qui apparaissent d'un coup, mais on voit qu'on a une fonction très sympa à l'arrivée. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mettre en facteur un racine de 2pi sur x. Je me rappelle plus tout à fait. Il y a le 2pi là, je ne sais plus comment il passe. Donc si on met le x en facteur, le racine de x en facteur en bas, on voit qu'on divise par x puissance 1,5, donc on a multiplié en même temps par x puissance 1,5. Donc ici, ça devient 2n plus 1. Et ça, 2n plus 1, c'est hyper sympatoche parce que on va ensuite regrouper. Ouais,
y a deux, trois trucs qui se sont passés. Juste, il faut que je m'y retrouve. On a du 2 puissance 2n plus 1. Du coup, ici, on a du sur 2 puissance 2n plus 1. Donc là, ça se simplifie gentiment, il n'y a pas de surprise. Donc ça fait bien que les deux ici et là disparaissent. On a bien du coup du x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel avec du moins 1 puissance n. Et ça, bah, c'est sinus de x. J'ai juste un tout petit doute sur la façon dont le 2pi arrive ici. J'en ai oublié un en route. Et oui, parce qu'on a multiplié par 2 sur x puissance 1,5 pour que le 2 soit aussi à la puissance 2n plus 1 et que ça se simplifie avec ça. Donc on doit avoir un 2 sur x racine et on a sorti le pi aussi. Oui, où est-ce qu'il est point bas? J'ai un petit trou. Bref. Ok, donc tout ça c'est à peu près cachère, il y a juste le pi, j'ai un petit doute. Enfin, c'est ça la bonne forme, donc c'est juste que je yoyote un peu. Et donc on voit que cette fonction j1,5 de x, elle a une tête sympa en fait. Hein. C'est racine de 2pi sur x fois sinus x, qui a l'air tout à fait honnête. Et si vous faites la même opération pour j-1,5 de x, vous obtenez quelque chose de très similaire. C'est racine de 2pi sur x fois cosinus x cette fois-ci. Donc on voit que on a des fonctions de Bessel demi-entières qui ont des têtes sympathiques. On va avoir des relations de récurrence. J'ai juste un doute sur la position de ma racine. Encore une fois, il y a un peu trop longtemps que j'ai fait ça. C'est peut-être vrai. Oui. J'espère qu'elle n'est pas fausse ma relation de récurrence. Éventuellement, je vous mettrai un petit corrigé si c'est le cas. Mais donc, on a des relations de récurrence pour les fonctions de Bessel demi-entières, comme il y en a toujours de toute façon pour les relations de Bessel. Hein. On voit de quoi elles partent simplement. Et on peut écrire aussi les yn plus 1,5 de x, hein, à partir de la définition qu'on avait donnée pour les fonctions de Bessel de deuxième espèce. On peut les écrire aussi, il n'y a pas de problème. Et du coup, on obtient les relations pour les fonctions de Bessel sphériques en substituant par les valeurs qu'on vient de trouver. Et ce qu'on obtient du coup, c'est que j0 de x, donc la fonction de Bessel sphérique de première espèce d'ordre 0, c'est sinus x sur x, c'est la fonction sinus cardinale si vous la connaissez. D'ordre de première espèce d'ordre 1, on a sinus x sur x carré moins cos x sur x, l'ordre 2 ici, et ça c'est les fonctions de Bessel sphériques de deuxième espèce, d'ordre 0, d'ordre 1, d'ordre 2. Voilà les formes qu'on a, et c'est des formes de fonctions, ma foi, assez honnêtes. Si on les trace pour se faire une petite idée, juste, on voit que ça ressemble aux fonctions de Bessel si vous les avez en tête. Hein. Ça ressemble furieusement aux fonctions de Bessel entières qu'on avait. Ce qu'il y a juste de sympa sur ces fonctions-là, c'est qu'elles ont la périodicité des fonctions trigonométriques. Et puis après, elles s'atténuent, hein, comme les fonctions de Bessel entières. Là, il n'y a pas de différence. On voit que petit j0 là se comporte comme grand j0. Elle vaut 1 ici, puis après, ça oscille gentiment en s'atténuant. Après, les j d'ordre supérieur, elles valent toutes 0 à l'origine, comme il se doit, si je puis dire, et après plus vous prenez un ordre élevé, plus ça devient plat au début avant d'osciller, enfin de monter puis d'osciller. Et puis les fonctions de Bessel de demi-entière de deuxième espèce, elles divergent en 0, donc à nouveau ça va être que des parties de solution qu'on ne va pas retenir quand on ne veut pas avoir une divergence en 0. Voilà. Donc pour la partie radiale, ce qu'on vient de montrer, c'est qu'on a une solution pour les Rn de R qui est de la forme Jn de x, où Jn de x c'est une fonction de Bessel sphérique d'ordre n. Et le x est égal à mu r, si vous vous rappelez, hein, du changement de variable qu'on a fait. Donc on revient dans le monde des R maintenant, on revient dans la partie radiale. Et pour obtenir le mu, c'est comme toujours, on va prendre des conditions limites qui vont nous être imposées, et puis des considérations sur la divergence de R. Si on appelle alpha pj le jm 0 positif d'une fonction jp de Bessel, donc pour nous c'est les fonctions 1,5, hein, ce qu'on obtient c'est que avec des conditions limites qui seraient de la forme que la fonction doit s'annuler en Rn doit valoir 0 en A, ce qu'on obtient c'est qu'on doit avoir mu fois A égale à un 0 de la fonction alpha pj. D'accord ? Et donc ça nous fait que mu, alors ça c'est indice pj, mais c'est pas bien passé, j'ai bien un underscore dans mon travail là. Donc mu indice pj doit être égal à alpha pj sur A. D'accord. Donc c'est les seules valeurs qui nous donneront des solutions non triviales, parce que les autres, il faudra prendre des coefficients annulés pour satisfaire cette condition limite, donc c'est pas satisfaisant. Donc voilà, on trouve des choses complètement similaires à ce qu'on avait vu quand on avait fait, et c'est normal parce que ça va aboutir à la même chose, des développements en série des fonctions de Bessel, ou aussi en série de Fourier, hein, c'est le même type de raisonnement qu'on a en fait. Ça va être des séries de Fourier Bessel qu'on va avoir ici. Donc ensuite, pour les fonctions de Bessel
sphérique, on va noter mu par le symbole mu n virgule j, et ça voudra dire alpha n plus 1,5 j, donc le 0 de la fonction de Bessel n plus 1,5, le jm0 de la fonction de Bessel demi-entière n plus 1,5 sur A. Donc le mu n virgule j voudra dire ça. Il va nous gagner un peu de temps. On va regrouper toutes ces notations-là en un seul chiffre, en une seule notation. D'accord. Voilà. On peut rapidement regarder les propriétés des fonctions de Bessel sphériques. On l'a déjà vu d'ailleurs. J de 0 en 0 est égal à 1. Et pour les j de n supérieur à 1, en 0, ça vaut 0. Comme pour les fonctions de Bessel entières. Qu'on avait bien étudié, qu'on avait un peu étudié les fois d'avant. Yn de x tend vers moins l'infini, j'ai déjà dit, diverge quand x tend vers 0. Pardon. Les jn de x peuvent être obtenus par cette relation-là, x puissance n fois moins 1 sur x fois d sur dx à la puissance n, donc nème dérivée là, de sinus x sur x, et on a une même fonction génératrice pour les équations de Bessel sphérique de deuxième espèce, qui ressemblent. On peut montrer ce genre de propriétés sympathiques qui vont être utiles éventuellement quand on faudra faire des développements en série de Bessel. Intégrale de 0 à alpha nm de jn mu r carré dr est égale à pi sur 4 alpha nm carré. La valeur de la dérivée j' n plus 1 en alpha nm mu au carré, en se rappelant que les alpha nm c'est les zéros des jn ici, d'accord, des j petit n. Okay. Bon, je vous laisse vous amuser à regarder ça avec ce qu'on a dit sur les fonctions de Bessel pour le démontrer. C'est faisable, c'est un petit peu de travail, mais voilà. Donc ça c'est un peu moins trivial, c'est deux petites relations que je mets là en passant, on y reviendra peut-être. Ouais, j'insiste pas plus dessus, je sais pas pourquoi je les ai mises, je suis pas sûr qu'on les utilisera plus que ça. Et si on les utilise, on les regardera plus en détail. Voilà. Donc pour résumer, la solution de l'équation de Helmholtz, on l'a produit, ça y est. Donc quand on veut résoudre Laplacien de psi égale moins état psi, avec comme condition limite psi de a de θ fi égale à 0, d'accord, avec r compris entre 0 et a, θ compris entre 0 et pi, et phi compris entre 0 et 2pi. On a des valeurs propres état n virgule j qui valent mu carré n virgule j, tel qu'on l'a défini à l'instant, pour lesquels on a les zéros de la fonction de Bessel sphérique demi-entière. Alors attendez, je commence à mélanger les pinceaux moi-même. C'est les zéros de la fonction de Bessel sphérique, oui c'est ça, d'ordre n, ou les zéros de la fonction de Bessel demi-entière, parce que c'est les mêmes zéros. Pardon. Divisé par a au carré. Ok. On a du coup pour chaque valeur propre mu carré une infinité de fonctions propres qui sont les fonctions psi de j, psi jnm de r, θ et phi, qui s'écrivent jn, la fonction de Bessel sphérique, de variable mu n virgule j r, multiplié par ynm de θ et phi, c'est les harmoniques sphériques qu'on a vues avant. Ok, donc on sait que là, ici, petit m varie entre moins n et n. Donc ça nous donne 2n plus une solution. Et les n, il peut y en avoir une infinité. Ok, donc les JE varient de 1 à n, et les valent, pardon, je commence à être fatigué. Les J valent 1, 2, etc. Donc c'est des nombres entiers. Les n commencent à 0 et valent 0, 1, 2, etc. Et les m sont compris entre moins n et n. Voilà. Donc ça c'est comment on peut dénombrer l'infinité de solutions qu'on a obtenues. Ces fonctions propres sont orthogonales, et on peut le démontrer, on ne le fera pas, et permettre un développement en série des fonctions, et c'est utile évidemment pour permettre de résoudre des équations de dérivée partielle avec des conditions initiales connues. Quand c'est pas connu, de toute façon, le problème n'est pas posé correctement. Ou alors il n'est pas temporel. Mais là on est dans le temporel. Donc voilà, à terme. Donc on a ce qu'on vient de voir, c'est qu'on pouvait le faire. On va juste donner la forme des coefficients. Donc quand on a une fonction f de r, θ et phi, d'accord, qui est donc compris pour r compris entre 0 et a, θ compris entre 0 et pi, et phi compris entre 0 et 2pi, qui est 2pi périodique en phi. Dans ce cas-là, on peut décomposer, je l'ai dit, f de r, θ et phi comme étant la somme de j égale 1 à l'infini, n égale 0 à l'infini, m égale moins n à n, des a, j, n, m, ça c'est les coefficients qu'il va falloir qu'on détermine,
jn mu n virgule jr fois les fonctions, fonction de Bessel sphérique fois les fonctions harmoniques sphériques. Et les A JNM prennent cette tête-là. 2 sur A cube jn plus 1 carré alpha n plus 1 demi de j. Donc ça, si vous regardez les développements en série de Fourier-Bessel, c'est le type de coefficient qu'on avait vu. On intègre de 0 à A, de 0 à 2pi, de 0 à pi, suivant sinus θ, dθ, dφ dr. La fonction f de r θ phi multipliée par la base de fonctions propres sur lesquelles on développe. Donc la fonction de ce Bessel sphérique, et en revanche, c'est le complexe conjugué de notre harmonique sphérique correspondante. Voilà. Ok. Bon, donc, on voit que si on doit résoudre ce genre d'intégrale, il peut y avoir du travail. C'est pas trivial de faire ce genre de développement. On verra si on prend un exemple, je pense dans le cours prochain. On va résoudre les orbitales atomiques, mais ce sera moins violent que ça, et peut-être un exemple où il y aura besoin de faire ça, je ne sais pas encore. Ça va dépendre de ma forme, je ne vous le cache pas. Donc maintenant, venons-en à de la résolution par principe. On ne va pas résoudre un vrai problème concret complet, mais on va voir comment ça se passe quand on veut résoudre des équations données. Donc la première chose qu'on peut résoudre, c'est l'équation de Poisson dans une boule. Ça nous donne une température à l'état stationnaire, mais du coup, sur une équation qui est inhomogène, on prend Laplacien de U égale F, d'accord, de R θ Fi à chaque fois. Et donc, on se met dans une boule avec une source de chaleur interne, donc F, ça décrit les sources de chaleur internes dans la boule, et on impose que la surface soit maintenue à une certaine distribution de température. Et donc, la valeur de U en A de θ et Phi, en fonction de θ et Phi, est égale à une fonction G de θ et Phi. Voilà. Donc on impose, le système est tel que la distribution de température sur la surface est imposée, et il y a des sources de chaleur à l'intérieur. La question, c'est quelle est la distribution de température dans la boule à l'état stationnaire. Et donc ça, c'est donné par Laplacien de U égale F avec la condition limite. Ok, donc quand on veut résoudre ce genre de choses, on fait comme on avait fait jusque-là, il n'y a pas de différence sur le principe de la méthode, à savoir qu'on va prendre U, on va la couper en deux fonctions, U1 et U2, une qui va prendre la condition limite et l'autre qui va prendre l'inhomogénéité. Donc on va imposer par exemple que U1 prenne en compte l'inhomogénéité, à savoir qu'on va résoudre Laplacien de U1 égale F de R θ et Phi, en imposant cette fois-ci en revanche que U1 soit égal à 0 sur le bord, et Laplacien de U2, on va le prendre égal à 0 à l'intérieur de la sphère, donc ça c'est l'équation de Laplace qu'on sait déjà résoudre, en imposant une condition limite que U2 soit égal à G de θ et Phi, U2 de A θ et Phi soit égal à G de θ et Phi. Et donc U1 plus U2, là si on fait la somme des deux, on voit bien que ça satisfait tout le problème, parce qu'on obtient que U1 plus U2 en A θ et Phi sera égal à 0 plus Gθ, donc sera bien égal à les Phi, sera bien égal à Gθ et Phi, et le Laplacien de U1 plus U2 sera égal à 0 plus F, et donc sera bien égal à F. Ok, donc cette façon de faire satisfait le problème. U2, on vient juste de voir comment résoudre ça, donc je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est comment on résout pour la partie U1. Donc pour la partie U1, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit que Laplacien de U1 est égal à F, avec comme condition aux limites U1 en A égale à 0. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On faisait comme on fait jusque-là, en fait. On postule que U1 est solution de l'équation de Helmholtz. On va voir ce que ça va nous faire gagner. Donc on écrit que U1 de Rθ et Phi est égal à somme de J égale 1 à Phi, de N égale 0 à Phi, à l'infini, pardon, je dis Phi, somme de J égale 1 à l'infini, somme de N égale 0 à l'infini, de somme de M égale moins N à N, des BJNM, ça c'est les coefficients qu'on cherche, on va voir tout de suite pourquoi on a pris B et pas A, des fonctions propres de l'équation de Helmholtz. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça? Parce que quand on rentre l'équation de Helmholtz, les solutions de l'équation de Helmholtz dans le Laplacien, on sait ce que ça donne. Ça donne la même fonction multipliée par moins mu carré NJ, la valeur propre qu'on avait vue pour l'équation de Helmholtz. Donc ce qu'on obtient, c'est que ça, ici, là, donc qui est le Laplacien de U1, doit être égal à la distribution de source intérieure, F de R θ et Phi. Et donc si on regarde bien, cette expression-là, c'est le développement en série sur les fonctions propres de l'équation de Helmholtz de la fonction F de R θ et Phi. Donc ce produit moins mu carré NJ BJ NM, ça doit être égal au AJNM qu'on a défini juste avant. D'accord? Pour que ça, ce soit bien le développement en série de ça. Et donc ce qu'on a, c'est que les BJNM, ils sont égaux à moins AJNM divisé par mu carré NJ. On se rappelle que les AJNM, ils sont égaux à ça. C'est ce qu'on avait déjà dit un peu plus haut. Donc voilà, une fois qu'on intègre cette horreur-là, on obtient la solution.
Ça y est, conceptuellement, on a résolu un problème de ce type-là. Hein. Reste à voir comment ça se fait concrètement, mais au moins, on a la solution de principe. Ensuite, on peut regarder quelque chose d'un petit peu moins sympathique, à savoir qu'on peut faire intervenir le temps maintenant. Et là, pareil, on va faire comme les fois d'avant, à savoir que on va, on va développer en série sur la base de fonctions propres de Helmholtz, et on va se retrouver avec des coefficients du développement en série qui vont être dépendants du temps. Et donc on va obtenir une série d'équations différentielles, des équations différentielles qui vont donner la valeur la forme des fonctions qui sont les coefficients du développement en série de la solution. Juste pour mémoire, hein, si vous avez plus ça en tête, je l'ai répété rapidement, mais c'est ça qu'on va faire. Donc ce qu'on va considérer ici, c'est un problème dans une boule à nouveau, avec des sources de chaleur qui, elles, sont indépendantes du temps, parce qu'il y a des degrés dans l'horreur, et on va y aller progressivement. On considère qu'on a une distribution initiale de température dans la boule, bien sûr, et la surface, on la considère maintenue à 0 degré. La méthode qu'on voit là fonctionne pour des problèmes plus généraux, mais on ne va pas tout faire en cours, on n'a pas le temps de tout faire. Ce que je veux, c'est voir l'application de principe sur un cas raisonnablement simple. À l'examen, on ne va pas aller plus loin que ça, évidemment, et c'est dans la vie, à un moment, il faut sortir les bouquins et activer ses neurones pour résoudre, s'il y a besoin, des problèmes plus élaborés. Donc, mais il y a déjà de quoi se faire plaisir, on va voir ça tout de suite. Donc on va résoudre l'équation de la chaleur, à savoir du sur dt égale k Laplacien de u plus la source de chaleur à l'intérieur de la boule. On a une condition limite qui est u en a égale à 0. Et les conditions initiales, la condition initiale, je ne sais pas comment il faut dire, u de r θ phi et t égale à, c'est pas t ici, c'est 0 du coup, pardon, égale à f de r θ et phi. Donc c'est bien une condition initiale, donc là c'est t égale 0. Ok, donc comme avant, je l'ai déjà dit, hein, on va postuler qu'on peut développer en fonction propre de l'équation de Helmholtz, et on va voir qu'on va obtenir un ensemble d'équations différentielles ordinaires. Donc on suppose que u de r θ phi et t est de la forme somme de, comme on l'a fait la triple somme de tout à l'heure, là elle n'a pas changé, de b JNM, mais qui cette fois-ci dépendent du temps, et les fonctions propres ici de l'équation de Helmholtz. Ok, très bien. De la même façon, il faut qu'on développe les équations f et q. Donc f de r θ et phi, on le développe sur la même base, et donc on y est arrivé, on a obtenu les petit f JNM ici, et q de la même façon, on développe sur la même base, et on obtient les q JNM. Donc ça, c'est notre condition initiale, et ça, c'est les sources de chaleur à l'intérieur du système. Si je ne fais pas d'erreur, je vais vérifier, parce que voilà, c'est ça, oui, petit q, c'était source de chaleur, logiquement, et f, c'est la condition initiale. Ok. Et maintenant, on substitue dans le développement, ce développement supposé de U dans l'équation de dérivée partielle. Dans la partie à gauche de l'équation, le du sur dt, il n'y a que les b qui dépendent du temps, et on obtient simplement leur dérivée, b' de JNM de t, d'accord, fois les fonctions propres de Helmholtz ici. Et quand on introduit dans le Laplacien, les fonctions propres de Helmholtz, elles nous donnent un terme en moins mu carré nj, fois k, hein, le coefficient de diffusion de la chaleur, fois les BJNM de t, qui eux ces fonctions-là ne sont pas affectées par le Laplacien, parce qu'elles ne dépendent pas des valeurs d'espace. Et ça, les QJNM, on a fait passer le terme source, hein, on avait ici plus plus q, pardon, de r θ phi, qu'on a développé en série, et donc on intègre les coefficients de développement en série de la fonction q de r θ et phi dans cette expression-là. Ok. Et maintenant, on voit hein, assez trivialement que pour que ces deux équations-là soient égales, il faut que B', je fais passer ce terme-là de l'autre côté, plus mu carré n, j, k, b, soit égal au QJNM, d'accord, pour que ça soit solution. D'accord, avec, pour cet ensemble d'équations différentielles, les conditions initiales, qui sont que les BJNM de 0 doivent être égaux au FJNM, d'accord, parce que quand on prend le BJNM de 0, c'est la fonction en 0, et à l'instant initial, on veut qu'elle soit égale à la condition initiale. Donc il faut que en 0, cette chose-là soit égale au développement en série, tel qu'on vient de le voir, de la fonction condition initiale. Ok, et donc on se résout, ça c'est une équation différentielle du premier ordre, elle n'a rien de très mystérieux, de façon générale, hein, elle aura cette forme-là. Les PJNM de t seront de la forme exponentielle, moins mu carré kt, facteur des FJNM moins QJNM sur K mu carré plus QJNM sur K mu carré. Je ne rentre pas dans plus de détails parce qu'on commence tous à être fatigués, je pense. Vous pouvez vérifier par vous-même, c'est une bonne idée. Il n'y a pas de mystère, hein, c'est vraiment une équation simple pour le coup. Donc voilà, on a résolu ce problème. Super, on est content.
Il nous reste une dernière situation envisagée, c'est l'équation des ondes, pour voir un petit peu les différents types d'équations qu'on peut attaquer. Donc l'équation des ondes, c'est d de u sur dt2 égale c carré Laplacien de u. Il nous faut deux conditions initiales, une sur u et une sur du sur dt. D'accord. Donc la condition sur u, on va l'appeler f. La condition sur du sur dt, on va l'appeler g. Et il nous faut une condition limite, on va prendre que la boule ne vibre pas, si vous voulez, au niveau de son rayon. D'accord. Et donc on impose un déplacement nul sur le R égale à 1. Donc comme précédemment, qu'est-ce qu'on fait? On va développer U en série de fonctions propres de l'équation de Helmholtz. Ça ressemble tellement que j'ai pas pris le temps de vous faire les étapes, je vous donne directement le résultat. Prenez le temps de le faire par vous-même, c'est un bon entraînement. Ce que vous obtenez, c'est que U, il va être la fonction solution, elle sera égale aux fonctions propres de l'équation de Helmholtz, multipliée pour la partie temporelle par, comme d'habitude en fait, un cosinus qui dépend du temps et un sinus qui dépend du temps, du c mu n virgule j, qui vient de le mu n virgule j, c'est celui-là, et le c, c'est celui-là. Il n'y a pas de surprise. Et les CJNM et DJNM du développement ici, ils viennent des conditions initiales. Donc on va avoir les coefficients à t égale à 0, la partie sinus disparaît, on n'a que le cosinus. Donc les CJNM sont le développement en série de la partie en f. Et quand on dérive, les cos vont devenir des sinus, donc ça va s'annuler. Et donc les DJNM, ce sera les développements en série de G, mais attention, on aura fait sortir, en dérivant le sinus en cosinus, on aura fait sortir un facteur C mu n virgule J qu'on retrouve ici dans la constante qui est devant le développement des termes. Voilà. Et sinon, on reconnaît les développements en série tels qu'on les a vus jusque-là dans cette série de séries. Sur cette blague plus que vaseuse, on arrive au résumé. Après ça, on aura arrêté, on pourra arrêter. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on a d'abord résolu l'équation de Laplace. Avec une symétrie suivant Z, on avait des solutions qui étaient de la forme Pn de cos θ. Pn étaient les polynômes de Legendre. Et une solution de l'air de la forme R puissance n ou R puissance moins n moins 1. Sans symétrie suivant Z, on avait des équations de Legendre associées qui nous ont conduit aux harmoniques sphériques. Après, on a attaqué l'équation de Helmholtz parce qu'elle apparaît dans l'équation de la chaleur, l'équation des ondes, et ça nous a conduit aux équations de Bessel, à l'équation de Bessel sphérique et donc aux fonctions de Bessel sphérique, pas des Bessel. Et la résolution de l'équation de Poisson dans une boule nous a permis de voir comment on pouvait résoudre avec un développement en fonction propre de l'équation de Helmholtz pour tenir compte de termes sources à l'intérieur du système. Et l'équation de la chaleur inhomogène et l'équation des ondes nous ont montré comment on pouvait résoudre en développant à nouveau en fonction propre de Helmholtz avec des coefficients qui dépendent du temps et conduisent à des équations différentielles ordinaires pour les coefficients qui dépendent du temps. Voilà, c'est tout pour ce dernier cours. On a fini en quelque sorte la partie, toute une série de cours là qui va du coup pouvoir arriver à son apogée, qui va être le calcul des orbitales atomiques, et après on va enchaîner sur d'autres méthodes de résolution des équations en dérivées partielles. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Les enfants arrivent, ça va être le bazar. Bonne fin de journée et à très bientôt pour la suite des aventures mathématiques.